Je ne pense pas que le Gombo ait été introduit en tant que tel parce que ce n'est pas une institution. Lorsque personnellement j'ai commencé à travailler d'abord au service étranger, puis après au service des sports où je suis resté assez longtemps, il n'était pas question de Gombo. À l'époque, je me rappelle bien, ce qui se passait, c'est que vous avez un ensemble de choses qui sont organisées. Par exemple, la Fédération camerounaise de football organise le Ballon d'Or et ce sont les journalistes qui sont présidents de commission, vice-présidents de commission et il y a à cela attaché de petits émoluments. Bon, ce qui n'est pas réellement ça, c'est pas tellement ça le Gombo. Au début même, dans le sport où je travaillais, il n'y avait pas tellement de Gombo jusqu'à ce que, quand on a entendu parler, et ça on a pu vérifier des choses, des corruptions à l'intérieur des clubs. Vous vous rappelez par exemple la fameuse affaire de Bafoussam Tonnerre de Yaoundé, peut-être que vous en avez entendu parler. À ce moment-là, donc, on a entendu aussi commencer à parler des choses comme le Gombo. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Gombo, un peu comme si c'est les journalistes qui exigeaient cette affaire. Mais il faut dire qu'au départ, c'est plutôt les usagers qui étaient prompts à donner quelque chose aux journalistes sans que les journalistes leur demandent. Et donc, malheureusement, c'est devenu ce que c'est devenu. De plus en plus, effectivement, on a des professionnels qui tendent la main parce qu'ils ont une prestation à faire. Je n'étais pas préparée. Je suis arrivée directement de l'Angleterre, j'ai commencé le travail. Et j'ai commencé le travail par l'animation. Donc même à la FM 105, il n'y avait pas de reportage, il n'y avait pas des choses comme ça. Donc subitement, quand on m'a demandé de commencer à faire des reportages, j'ai d'abord travaillé, je pense que c'était 2 semaines. Après, quelqu'un est venu me demander, le reportage que tu as fait hier là, tu as eu ta part? Ma part de quoi? Non, tu as eu de l'argent. J'ai dit, l'argent? Tu sais, comme, je ne sais pas, tout le monde, pour faire quoi? L'argent de quoi? Non, quand on parle de reportage, de temps en temps, on nous donne. Qui nous donne? La personne chez qui vous travaillez ou l'organisateur. Je dis, ah bon? En fait, j'étais tellement choquée. Bon, ça c'était ma première réaction. Donc j'ai laissé et mes collègues étaient contents parce que chaque fois qu'on parle reportage, ça n'intéresse pas celle-là. Donc ils partagent. Au début, quand c'était petit, l'enveloppe était petite, 10 000 francs, 20 000 francs. Bon, tu dis que bon, c'est 10 000 francs. Tu regardes ton salaire, tu gagnes quand même un salaire. Bon, 10 000, c'est quoi? Mais quand ça devient costaud, on parle de 100 000, 500 000. Et tu dis, mais tiens, mais pourquoi moi, pourquoi je laisse? Et puis tu commences à réfléchir, tu commences à justifier. Tu dis, mais je peux quand même prendre, même si je ne fais pas comme il veut. Je vais faire le papier comme j'ai appris. Et tu commences à justifier ça dans la tête. Et petit à petit, tu te retrouves aussi en train de prendre. Et c'est comme ça que c'est parti. Lorsqu'on constate que certaines personnalités, que certains responsables, voire certains hauts responsables, passent par derrière, comme on dit couramment au quartier, pour acheter des journalistes, et parfois des soi-disant journalistes, pour faire pas seulement leur publicité, mais pour ternir l'image de certaines personnes, de certaines personnalités, je dis que ça fait honte. C'est à l'image même de l'évolution de la société. Parce qu'il n'y avait pas au départ une pléthore de journalistes. Il n'y avait pas au départ des gens qui ne sont pas journalistes, qui travaillent comme des pseudo-journalistes. Il n'y avait pas non plus de lutte d'influence, il y en avait, mais peut-être en sourdine, des luttes d'influence qui sont relatives notamment à des choses comme les luttes politiques, vous savez, dans la classe politique, aussi bien dans l'opposition qu'au sein du parti au pouvoir, dans des associations culturelles. Toutes ces influences qui font que les gens ont besoin de plus en plus aujourd'hui de se mettre en exergue et utilisent, et j'allais dire instrumentalisent, un certain nombre d'hommes de presse
ce qui est une réalité, pour pouvoir faire valoir leur point de vue ou tout au moins les présenter au public, à l'opinion publique. Tous ces facteurs-là ont contribué donc disons, à mettre en exergue un petit aspect, un phénomène qui, d'ailleurs, à mon avis, est marginal et qui met quand même en exergue des errements déontologiques. Je crois que les pouvoirs publics ont tout fait pour mettre en place le gombo et c'est eux qui entretiennent ce gombo. Parce que si les dispositions avaient été prises pour que les journalistes travaillent de façon sereine et qu'ils gagnent sereinement leur pain, le gombo n'existerait pas. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe sur le terrain. Des journalistes ne sont pas payés. Pour ceux qui le sont, c'est au compte-gouttes. C'est un peu comme c'est une faveur qu'on faisait aux journalistes. Pourtant, le journaliste devrait vivre de son travail. Mais les pouvoirs publics ne prennent pas les dispositions de façon à ce que la profession soit assainie, au point où quand quelqu'un se dit journaliste, qu'il vive de son travail. C'est un peu ce qui favorise ou bien amène le gombo, parce que très souvent c'est les adversaires qui approchent les journalistes pour leur donner ce qu'on appelle le gombo, pour qu'ils fassent des écrits ou des articles qui ne sont pas bien ou bien qui calomnient leur vis-à-vis, celui qu'ils ont en face. Très souvent c'est ça. Une bonne partie de ceux qui pratiquent le gombo n'ont pas de salaire. Ça signifie que vous avez des entreprises, entre guillemets, qui existent, des radios ou des journaux qui existent et qui ne payent pas de salaire à leurs journalistes. En quelque sorte, les journalistes se payent sur la bête. Quand ils vont sur le terrain pour collecter une information, ils se font rémunérer, ils obtiennent leur taxi chez la personne qu'ils sont allés interviewer ou auprès de laquelle ils sont allés recouper une information. Dans les systèmes politiques mafieux, eh bien, la presse est là, mais elle est infiltrée des mercenaires et puis on la tient avec l'aide, ce phénomène de l'aide, et puis les gens ne sont pas autonomes. C'est un système de contrôle d'une certaine manière. Donc je pense que le cas camerounais est un cas critiquable. Ça, il faut le dire de façon honnête, parce qu'on ne peut pas comprendre que un pays qui a presque 600 titres de journaux, qu'on ne parle que d'aide à la presse. Et puis, je crois l'enveloppe tourne autour de 150 millions, 250. C'est dérisoire. Avec ça, on ne peut que clochardiser la presse. Et quand la presse est clochardisée, eh bien, les entreprises de presse ne peuvent pas exister et le phénomène de la corruption pour la survie va donc s'établir. Et une fois le phénomène de la corruption établi, eh bien, la crédibilité est entamée. Et puis, la presse ne joue plus son rôle. Vous savez, on ne parle plus de quatrième pouvoir, mais de contre-pouvoir. Mais la presse va devenir un instrument de bataille entre élites. Lorsqu'un journaliste a faim, et lorsque moi, le propriétaire, je n'arrive pas à lui donner un salaire décent, il est obligé de prendre le gombo à côté. Quoi que je fasse, j'ai déjà essayé de mettre en route toutes les réorganisations possibles pour essayer de couper le gombo, mais il existe toujours et il existera toujours. Les médias qui existent au Cameroun n'ont pas suffisamment de ressources pour alimenter la vie des journalistes. Parce que l'élément essentiel qui est la publicité, qui peut financer les médias, n'est pas bien disponible. On l'a sous-évalué au Cameroun, c'est-à-dire qu'une publicité qui coûte 50 francs au Cameroun coûte 500 francs au Sénégal. D'une part. D'autre part, nous avons habitué le métier de journaliste un peu à une forme de propagande des citoyens. C'est-à-dire qu'on paye le journaliste pour aller faire la propagande de quelqu'un. Normalement, ce n'est pas le travail du journaliste. Le journaliste doit examiner objectivement l'actualité et analyser. Celui-là qui, parce que quelqu'un lui a tendu quelques billets verts ou des billets de quelle valeur,
pour qu'ils descendent les autres, pour qu'ils malparlent de tel ou de tel. Je dis que ces genres de soi-disant journalistes devraient être extirpés de votre rang. La chose la plus importante, à mon avis, c'est que les journalistes puissent déjà avoir en leur sein un code éthique, un code de déontologie. Et comme j'ai toujours plaidé en faveur de ça, et également à l'intérieur des rédactions, dans des antennes qui font le relais pour que cette déontologie-là puisse être respectée. Un journaliste ne doit pas attendre de recevoir quelque chose de quelqu'un. C'est ce que dit la déontologie professionnelle. Mais vous savez, quand vous évoluez dans un environnement, vous avez tendance à vous accoutumer à cet environnement-là. Ce qui nous a semblé, on va dire, dommageable, c'est que les journalistes exigent qu'on leur donne quelque chose par rapport au travail qu'ils ont à faire. Mais honnêtement, on sait par ailleurs que dans notre pays, chaque fois qu'il y a un événement, il y a ce qu'on appelle un budget communication. Et donc, qu'on donne une petite part de ce budget communication aux journalistes, moi je n'y vois rien de mauvais. Maintenant, on veut peut-être que les gens qui organisent gardent cet argent-là pour eux, parce qu'effectivement, ils développent de l'argent pour la communication. Et il faut bien qu'ils le donnent à ceux qui s'occupent de la communication. Normalement, un journaliste n'accepte pas ça, parce que si tu acceptes ça, ça veut dire que tu ne seras pas indépendant, ton reportage va manquer de crédibilité. Si on revoit le statut économique des entreprises de presse et qu'on assainit au milieu du journalisme professionnel, en faisant en sorte que l'État, dans sa politique d'aide publique à la presse, accorde une aide conséquente, en tout cas au niveau des attentes des milieux professionnels, et qu'un ensemble de choses comme l'accès à la publicité soit codifié, je pense que oui, avec des contrôles, on peut parvenir à réduire, parce que la corruption est comme la prostitution, c'est vieux comme le monde, on peut réduire quand même le gombo dans la pratique professionnelle. Les métiers de la communication ne sont pas des métiers spontanés. On apprend la communication. C'est important de le dire et de le savoir. Bon, au-delà de la formation, il faut maintenant l'organiser. On parle des états généraux, de la presse. L'idée en soi n'est pas mauvaise, mais ça dépend de ce qu'on va y mettre. Il faut organiser la profession. Si vous ne l'organisez pas, les éditeurs seront les journalistes seront les relationnistes seront les publicitaires, etc. Et ce n'est pas la même chose. Dans les 5 métiers de la communication, les relations publiques, l'édition, la documentation, le journalisme et la publicité, eh bien, chacun a son rôle, mais c'est des rôles complémentaires. Aujourd'hui, avec les technologies, il y a la dimension de la presse cybernétique. Chaque chose dans les 6 domaines-là est quelque chose de construit, c'est de la science. Il faut donc se former. On ne le dira jamais assez, les pays voisins arrivent à donner aux médias que nous sommes un peu d'argent, contrairement à ce qui se passe au Cameroun, l'aide à la communication qui ne va pas chercher très loin. Alors, permettez-moi de vous dire que c'est les pouvoirs publics qui vont arranger le problème pour que le propriétaire du média que je suis puisse payer les journalistes à un niveau, enfin, ce qui pourrait permettre que si le journaliste a un bon salaire, je pourrais mettre les filtres qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de gombo. Mais tant que je ne pourrais pas le payer, je ne pourrais pas lui dire de ne pas prendre au quartier. Et c'est ça le véritable problème. Que le pouvoir public prenne ses responsabilités. Que quelqu'un qui achète, voilà le vrai mot, un journaliste, un soit journaliste, parce qu'un vrai journaliste, un bon journaliste, ne peut pas accepter de se faire acheter pour diffuser de fausses nouvelles, de fausses informations. C'est donner une bonne information.
information fondée sur la vérité. L'appellation de l'aide à la presse est une appellation péjorative. C'est une appellation qui ne peut encourager que la corruption et également la fragilité, si vous voulez, la non-crédibilité des informations qui sont données. Parce qu'il y a également que de plus en plus, il faut réparer le déséquilibre qu'il y a au Cameroun et dans la plupart des pays africains entre la presse publique et la presse privée. La presse publique, on a l'impression qu'elle est mieux servie par le pouvoir, elle a un certain nombre d'avantages, mais la presse privée, elle est vraiment un peu dans la galère. Donc il faut essayer de réduire ce déséquilibre-là pour que le paysage médiatique camerounais soit donc un paysage dynamique, pour que la corporation des gens de la communication ne soit pas une coopération handicapée ou boiteuse, où les perceptions sont diverses, à savoir qu'il y a un peu comme un mépris vis-à-vis des gens de la presse privée et beaucoup de considération vis-à-vis de la presse d'État. Et dès lors qu'il y a cette rupture, dès lors qu'il y a ça contribue à fragiliser la corporation. Dans les pays où la presse est vraiment forte, il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas beaucoup d'inégalités,